Bon, bah, bienvenue à Vivatech, bienvenue sur le stand AWS Amazon. On va vous parler d'IT Cost Reduction, IT Optimization. Mon nom c'est William Grosjean, je travaille chez AWS depuis 4 ans et je vais être le modérateur de cette table ronde. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des invités d'exception de différentes sociétés. Je vais commencer par Patrick. Bonsoir, bonjour Patrick. Donc Patrick est Head of Cloud chez Thales DIS, Digital Identity and Security, ex Gemalto. Voilà. Et Patrick va vous donner un peu son aperçu de comment on optimise le cloud AWS chez DIS tout au long de cette table ronde. J'enchaînerai avec Aurélien Capdecom, 20 minutes. Donc Aurélien est CTO chez 20 minutes et a optimisé le cloud AWS chez 20 minutes, notamment avec une grosse stratégie serverless. Et puis Gilles Calmont d'Airbus, ici présent. Bonjour. Je vais prendre l'autre micro. Hop. On a 2 micros pour 5 speakers, ça va être génial. Donc Gilles, bienvenue. Gilles est FinOps chez Airbus, donc il travaille aussi à l'optimisation des coûts chez Airbus et Gilles vous parlera de comment Airbus a réussi un peu à mettre en place une optimisation des coûts dans une grosse organisation. Et je terminerai avec Kevin, Kevin de Conto et groupe Olinda. Conto, c'est bien. Conto. Voilà, Conto, c'est bien. Kevin qui est en charge des équipes SRE. Donc SRE, c'est ce qu'on appelle Site Reliability Engineers. Donc en gros, toutes les équipes qui optimisent le framework pour le rendre plus efficient au sein de Conto. Et tout le travail d'architecturing et de FinOps pour le cloud AWS chez Conto. Alors messieurs, je vais reculer un peu. Et par là, voilà. C'est vous les guests, moi je ne suis qu'un journaliste. Je vais commencer avec ma première question. Et j'avais tout préparé en anglais, donc je vais le faire en français. Ma première question viendra pour toi, Kevin. Au niveau budget forecast, comment vous travaillez vos budgets et vos forecasts dans le cloud AWS? Comment vous assurez que vous maîtrisez vos coûts au sein d'une entreprise comme Conto? Et voilà, je suis ravi d'écouter ton point de vue sur ce sujet. Je pense qu'on a commencé un peu comme tout le monde au tout début. On a pris le petit calculateur AWS, on a rajouté ces petites instances, on s'est donné une idée de ce que ça allait coûter. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on utilise AWS uniquement. On a une bonne connaissance de nos besoins, de notre dépense. Et donc, on a réussi à le corréler avec des métriques qui sont beaucoup plus intéressantes pour nous, qui sont le nombre de développeurs, par exemple, qu'on a dans notre stack, dans notre département tech, ou le nombre de clients qu'on a chez Conto. Et ça nous permet de facilement projeter notre croissance en termes de spend AWS sur la croissance qu'on attend en termes de clients, de prise de marché ou de recrutement. Donc nous, sur la partie infrastructure, c'est quand même vachement plus simple de travailler comme ça que de faire des prévisions au doigt mouillé par rapport aux nouvelles fonctionnalités qui devraient apparaître, etc. Comment on va piloter ça après au cours de l'année? Évidemment, on va regarder le bas de la facture, parce qu'on s'engage sur un budget, donc on regarde combien on dépense mois par mois. On va regarder ces deux données-là, donc quel est notre coût par client et notre coût par développeur, pour qu'ils soient maintenus, voire qu'ils réduisent. Et on va aller aussi monitorer des comportements non prévus dans notre dépense. Ça, c'est hyper important. Ça nous permet de maintenir le niveau d'autonomie qu'on offre à nos développeurs. Ils peuvent utiliser la plateforme au quotidien comme ils le souhaitent, sans trop se soucier à la dépense, on va dire. Et nous, on va aller détecter des variations inhabituelles de postes de coûts et lever des alertes. C'est comme ça qu'on évite de se retrouver à la fin du quarter à refaire les comptes et à se dire mince, on a dépassé de 25% le budget prévisionnel. Pilotage au quarter. Alors on fait un pilotage au semestre au niveau des forecasts avec un reforecast au milieu du quarter pour être sûr qu'on est dans les clous. Après au niveau de l'infrastructure, nous on est au jour par jour. On a nos dashboards, on a nos alertes qui sont quotidiennes et c'est chaque jour qu'on regarde ce qui se passe et on en parlera un peu plus tard après, mais on peut voir des comportements hebdomadaires qui sont assez intéressants. Peut-être Gilles. Alors je vois qu'il ne faut pas être trop près de l'enceinte pour parler. Oui. Merci Kevin. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à Airbus, qui est une entreprise qui n'a absolument rien à voir en termes de taille et d'effectifs,
quelle est votre stratégie, vous, d'un point de vue forecast, suivi du budget? Alors nous, pour expliquer, globalement, on a une plateforme qui délivre des espaces à des utilisateurs, des applications, donc, qui ont un niveau de maturité qui peut être très différent. Donc en termes de forecast, le forecast il se fait at scale sur l'ensemble de la plateforme, sur deux niveaux. Je dirais un niveau bottom-up, donc qui est un suivi des coûts et une analyse de trend linéaire, enfin une analyse mathématique des trends, et une vision plus top-down, donc avec un retour des business sur les différents projets qui peuvent arriver sur la plateforme et qui donnent des visions à différents niveaux dans le temps. Donc qui peuvent être sur le suivi du budget courant, la construction du budget futur et une vision stratégique du cloud sur jusqu'à 10 à 15 ans, quoi. Voilà, donc on a différents niveaux de forecast avec différents niveaux de précision. 15 ans de vision budgétaire, on est déjà plus dans les grands plans d'urbanisme. Mais ok. Est-ce que, alors je rebondis et je passerai la main après à Aurélien. Est-ce que vous avez une sorte de rolling forecast qui se fait par rapport à ça? Oui, alors on fait une révision des budgets et des risques sur les budgets tous les trimestres. Tous les trimestres. Okay. Et comme tu me disais, après les suivis des coûts, on le fait à la journée, voire à l'heure pour les commitments, le suivi des commitments. Donc une échelle à l'heure jusqu'au trimestre. Ouais. D'accord. Ok. Intéressant. Aurélien, alors, je ne sais pas comment on fait ça. Des autres. On a besoin d'un ingé son, je pense. On a besoin d'un ingé son pour les micros, mais bon. Attends, je vais te passer celui-là. Et je vais... Oui, si tu peux nous parler un peu de l'approche... De l'approche de 20 minutes oui, alors nous juste pour situer, on a trois types d'utilisateurs. On a le lecteur, j'espère qu'il y en a d'ailleurs dans l'assistance. On a le journaliste, il y en a peut-être aussi dans l'assistance, et on a l'annonceur. Nous, globalement, on a démarré il y a 7-8 ans, et comme le disait Kevin, on a utilisé le calculateur, sauf que nous, on est parti que sur du serverless, et à l'époque, le calculateur, le serverless, ils ne connaissaient pas, donc on a un petit peu essuyé les plâtres. Aujourd'hui, on connaît notre besoin nominal, on connaît notre coût nominal. Une audience, c'est assez linéaire sur une semaine, même sur une journée. On peut anticiper des audiences comme une Coupe du Monde de rugby ou une élection. Ce qu'on ne va pas anticiper, c'est je veux dire un avion qui s'écrase ou quelque chose comme ça. C'est peut-être mal choisi pour nos amis d'Airbus, mais voilà, ça on ne peut pas l'anticiper, mais finalement c'est un événement sur quelques jours qui se lisse. Donc globalement, le forecast est assez simple. On a très peu de variations d'un mois à l'autre, et je dirais que la seule variation qu'on va avoir, ça va être une erreur humaine, quelque part. Et on a un suivi quotidien. Moi, j'ai un onglet dans mon navigateur avec les dashboards, et au quotidien, par typologie de service, je vois où en sont les coûts et où en est la consommation des saving plans qu'on a chez AWS. Ouais, du coup, je voulais rajouter, nous, en fait, on a une plateforme qui est en migration constante, c'est-à-dire qu'on a une grosse part de notre hosting qui est encore on-prem. Et donc, l'intégration dans le cloud est en constante évolution. Donc, en termes de forecast, c'est un petit peu une problématique différente qu'une vision au jour le jour en fonction du besoin client ou autre, quoi. Donc, on est obligé d'anticiper les besoins business, soit de nouveaux besoins proprement dit, soit d'une migration de grosses entités qui proviennent du hosting on-prem. Je sais pas si ça va marcher là. Ouais, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, sur Airbus, vous avez la contrainte de toute cette migration on-prem en fait, qui rentre en ligne de compte, qui est peut-être différente de la stratégie prise par 20 minutes, qui est déjà serverless dès l'origine, où là, on n'est plus du tout dans cette problématique de plan à moyen long terme, quoi. Ok, merci. Peut-être finir avec toi, Patrick, avant que ça explose. Si tu peux nous donner...
peux nous donner un aperçu de tout ce qui est forecast et budget au sein de DIS? Oui. Et nous donner une petite idée de comment vous avez approché le suivi de vos coûts? Alors DIS, c'est l'acronyme pour Digital Identity and Security. Ça, on travaille notamment pour les cartes de crédit, les cartes télécom, enfin tout ce que vous utilisez dans votre portable ou autre, en version digitale aussi maintenant, ou les papiers d'identité. Donc on combine un peu toutes les contraintes que j'ai entendues, c'est-à-dire qu'on est parti du cloud privé et on est en train de finir notre migration vers le cloud public. Donc ça, c'est un budget qui évolue fortement. Cette année, c'est la première année où le budget cloud public est plus important que le budget cloud privé. Et après, quand on va les arrêter, ça va être complètement du cloud public. Pour donner un ordre de grandeur, si on était une start-up, on serait une licorne. On a plus d'1 milliard de capitalisation. Et on serait même un centaure, puisqu'on fait plus de 100 millions d'ARR sur le SaaS, qui est notre vente en fait. Donc on n'est pas dans un centre de coût, mais on fait partie d'un centre de profit. Donc pour nous, c'est la mesure du cloud, la mesure du coût cloud, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre COGS, dans notre mesure de coût de production. Donc on le suit, effectivement, il y a une forte automatisation, c'est la première clé. Il y a 3 ans, quand je suis arrivé, on avait déjà une automatisation mois par mois pour donner à chaque responsable applicatif quelle était la mesure par rapport aux différents calculettes et aux différents rapports qu'il y avait, et les prévisions et en quoi il tenait sa prévision ou pas. Et effectivement, quand on a des événements ponctuels, par exemple des lancements de devices qui utilisent que l'eSIM, il y en a eu un récemment, on a des pics de production, donc il faut être capable de mesurer l'impact et d'être capable de voir si ce qu'on avait prévu se réalise bien. Donc ça, c'est vraiment un métier essentiel pour nous, organisé par vertical, plutôt par métier, par vertical, par use case même, pour être capable de savoir si on a des déviations par rapport à ça, sur un coût de production qui est pour nous de quelques dizaines de millions d'euros. Donc c'est quand même assez majeur par rapport à la rentabilité du SaaS. Merci. C'est moi qui harcèle. Merci beaucoup Patrick. En fait, ça me fait penser que par rapport à tout ce que vous venez de me dire, il y a une problématique de monitoring aujourd'hui du cloud, tableau de bord, KPI et métriques. J'entends par les différents récits que vous avez chacun un peu vos stratégies, vos lectures aux users, à la connexion, au pic ou au forecast. J'ai peut-être continué avec toi Aurélien. Est-ce que chez 20 minutes, vous avez développé un applicatif pour monitorer vos coûts? Est-ce que vous avez des tableaux de bord? Est-ce que vous utilisez full standard, ce qu'on va retrouver dans un Cost Explorer? Ou est-ce que vous avez quelque chose en plus que vous avez mis en œuvre? Alors, au départ, on utilisait Cost Explorer. Et nous, on n'a rien développé parce qu'on n'a clairement pas la bande passante en termes de développement. On se concentre plus sur les évolutions pour nos utilisateurs. On s'est appuyé sur un partenaire d'AWS qui s'appelle DoIt. Ils seront contents que je les cite, je pense. Qui fournit plein d'outils FinOps et de monitoring des coûts, multi-cloud d'ailleurs. Et donc, on travaille avec eux, on utilise leurs outils. Et ce qui est très intéressant avec eux, je sais qu'AWS va dessus, mais eux, ils sont un peu en avance là-dessus, c'est sur la Cost Anomaly Detection, en fait. En gros, ils ont des très bons alertings sur les variations de coûts imprévues. Et ça nous aide clairement. Et j'ai une anecdote, il y a 2 semaines, j'ai un développeur qui a lancé une fonctionnalité, il est parti chez lui le soir et il avait une lambda qui tournait en boucle. Et en fait, c'était la veille d'un long week-end, de l'Ascension. Si on ne s'était pas rendu compte le mercredi soir, on partait sur 4 jours avec une lambda qui tournait. Et je crois qu'il a fait analyser 300 millions d'articles à sa lambda. Et ça, on a reçu l'alerte juste au moment où on allait partir en week-end. Donc voilà, il y a des outils comme ça qu'on a au quotidien. Ouais. Ça, c'est une super bonne anecdote. Vous avez, par exemple, Kevin, chez Conto, ce type d'outillage, de suivi des coûts, remontée d'alerte en temps réel, comme 20 minutes? Alors, du coup, nous, on ne travaille pas avec DoIt. Ils ont essayé, mais... je pense qu'on est aussi parti du même constat. Au départ, on était sur le Cost Explorer. C'était très pratique. Il y a même toute cette partie maintien de budget, dépassement de budget, etc. Et en fait, on s'est vite assez retrouvé limité. Donc, on a bénéficié d'une des fonctionnalités d'AWS qui est l'export de l'utilisation en fait, du compte. Toutes ces données, elles sont exportables et utilisables par les équipes techniques. Donc, quotidiennement, on utilise ces données d'utilisation d'AWS. On les expose sous forme de métriques dans nos environnements de métriques et de monitoring, on va dire. Et à partir de là, on va aller faire nos propres analyses, nos propres alertes, nos propres détections d'anomalies, nos propres suivis de tendances. On est pour l'instant très global. On est en train de travailler assez fort à redescendre le niveau de granularité de cette information
pour redescendre sur un niveau qui est plus proche de ce que vous faites chez Airbus, de pouvoir dire ok, telle équipe technique, voire telle application, aujourd'hui, elle est à tel niveau d'utilisation de ses ressources financières. C'est anormal par rapport à la trend de 30 derniers jours par exemple, donc il doit sûrement se produire un truc qu'il faut aller investiguer. Donc on n'y est pas encore, on devrait y être courant 2023, ça fait partie de nos objectifs de FinOps, et c'est des choses qu'on peut pas encore faire correctement avec AWS, juste AWS. Donc oui, on utilise pas mal de choses en interne. On a un peu la même démarche aussi sur la partie CO2. Voilà, donc alors aujourd'hui on n'est pas encore sur un niveau où de maturité où on va aller produire des standards sur la façon d'architecturer ou développer les applications. Par contre, on va aller immédiatement détecter des anomalies ou du waste, enfin de la perte inutile. C'est ce qu'on a fait en début d'année, c'est là où on a été trouver le plus de pétrole entre guillemets. Et on agit au quotidien à détecter des usages inutiles de ressources pour y mettre fin. Pour outiller les développeurs à piloter ces usages-là, hein, parce que des fois on a envie que des applicatifs tournent la nuit. Il faut laisser faire les développeurs, il faut laisser faire les équipes techniques. Donc on n'est pas encore à un niveau comme Airbus. On va y aller, on va les suivre, je pense. Gilles, tu peux rebondir, mais ouais. Alors, moi je vais faire le mauvais élève là, de la classe. Donc, on a une stratégie qui est quand même relativement multi-cloud, donc on a effectivement besoin d'outils tiers pour centraliser tous les besoins et afficher tous les coûts des différents cloud providers et de mutualiser les différentes stratégies en termes d'optimisation. Donc il n'y a aucun outil honnêtement sur le marché qui correspond à notre besoin, donc on fait aussi du développement interne sur des outils qui nous permettent ce que j'expliquais tout à l'heure, de mesurer application par application le waste qui est produit sur le compute notamment, et donc qui permet d'aller chercher et d'aller au plus efficace dans la recherche d'optimisation en termes de re-architecting ou de right sizing, etc. Donc différents outils, on n'utilise pas Cost Explorer du tout parce que ça crée des problèmes de compréhension de la valeur pour les application owners qui ne voient pas la réalité des coûts qu'ils dépensent par rapport à ce qui a été commité sur un compte global, puisque nous on fait de la rationalisation à l'échelle, et ils n'ont pas du tout cette visibilité sur Cost Explorer, et à la limite moi j'aurais la préférence de supprimer complètement la visibilité pour les application owners qui ne comprennent pas vraiment l'utilisation correcte du tout. Après plein de choses. Comment ? Plutôt un monitoring par application aujourd'hui. Oui, alors le monitoring, on lui fait à travers l'outil tiers sur lequel on propose au niveau de la plateforme une visibilité qui est conforme à ce qui doit être compris par un application owner. Donc ça inclut toutes les optimisations. On inclut également un markup de notre propre plateforme pour proposer aux utilisateurs une vraie vision des coûts et pas uniquement les coûts des services Amazon. Merci Gilles. Peut-être Patrick, tu peux nous donner un peu ta vision sur la partie reporting côté DIS au niveau reporting des coûts ? Oui, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Au début, on est parti sur un outil tiers. Il faut savoir que le rôle de FinOps a été le premier qui a été créé dans le CCOE. Et on est parti sur un outil Cloudel de VMware qui est très bien, hein, qui fait bien les choses, qui fait des bons reports, qui est uniquement centré sur l'analyse des coûts, mais qui le fait très bien. On a arrêté l'année dernière. On est passé sur des développements ad hoc. On avait plus la capacité en fait avec l'outil d'aller suffisamment loin en termes d'automatisation par rapport à ce qu'on voulait faire. Parce qu'on est dans un écosystème, c'est-à-dire que la partie FinOps est un des ensembles. Évidemment, il faut rapprocher ce que l'on a dans les coûts cloud de ce que nous rapportent les transactions sur le SaaS. Donc ça doit être interfacé avec un système de gestion du revenu. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'outils sur le marché qui permettent de faire le lien entre les deux, qui permettent par application, par verticale, d'analyser quelle est la marge par transaction
marche par verticale ou les bits qui va avec. Donc on est obligé de construire ce framework de façon à être capable d'être pertinent. Donc notre but, quand on a fait en ad hoc, on est passé d'un reporting au mois à maintenant une visu à la journée. De toute façon, les vendeurs de cloud ne nous permettent pas d'aller au-delà. Mais c'est une vision qui est suffisamment précise pour gérer l'imprévu qui peut apparaître, les anomalies, comme tu disais, qui peuvent apparaître sur une journée. Donc on arrive à être à ce degré-là. Maintenant, ce qui est important, c'est plutôt au-delà de la monitoring de coûts et du reporting du coût, puisque c'était la question, c'est comment est-ce qu'on le match par rapport à nos prédictions du futur, parce que prédire le futur, c'est toujours mieux, hein, et de dire en quoi il y a une déviation. Et est-ce que c'est normal que ce produit se comporte différemment ? Sachant que quand on dit on a une verticale, là où c'est complexe, c'est qu'on a rarement un produit d'un seul tenant qui est basé sur un seul cloud et qui fait une seule transaction. On a en général un écosystème de produits internes qui, exactement comme AWS, qui sont cumulatifs les uns aux autres et qui à la fin permettent de faire le produit final au client. Qui lui est en fait, ce que l'on vend, c'est l'undercloud, c'est le cloud qui permet au client de faire son propre cloud, qui va intégrer nos services. Donc nous, notre but, c'est non seulement de comprendre ce qu'on achète, mais aussi d'aider notre client à comprendre en quoi il nous achète et si possible qu'il ait des rapports de qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui est une nouvelle frontière. Il n'y a pas de framework sur le marché, il n'y a pas de méthode sur le marché. On a beaucoup apprécié ce qu'AWS a fait avec le FinOps Benchmark, l'étude de maturité du FinOps, qui nous permet d'avoir des clés de est-ce qu'on n'aurait pas oublié des choses, de nous benchmarker même en interne par rapport aux différentes équipes qui travaillent sur le sujet et de voir en fait où est-ce qu'on peut progresser, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose dans le sujet. D'ailleurs, j'en profite, FinOps Benchmark, vous utilisez dans vos entreprises respectives? Enfin, je vois que chez DIS on en fait, chez Airbus vous en faites, ouais. Oui, on a fait l'audit de FinOps Benchmark, ouais, qui nous a donné, nous a montré un petit peu les axes d'amélioration, là où on était bon entre guillemets et là où il fallait qu'on s'améliore. Ouais, tout à fait, ouais. Et pour parler de valeur business, hein, ce qu'on disait tout à l'heure en off, pour Airbus c'est extrêmement difficile parce que le produit final, c'est un avion. Derrière, il y a plusieurs milliers d'applications. Et pour faire un lien direct entre une valeur business d'une application et la valeur dollar qui est dépensée dans le cloud, c'est extrêmement difficile. Et c'est ce à quoi on essaye d'avancer, mais on a vraiment de grosses difficultés là-dessus. Et voilà, je suis preneur d'informations et d'incentives là-dessus, parce que pour nous, c'est notre point faible aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez chez 20 minutes tout ce qui est FinOps, programme, dashboarding, etc., framework, ou pas du tout? Ou c'est vraiment le pilotage que tu as défini au début? En fait, le truc, c'est que nous, on est assez bons élèves là-dessus. Et chaque fois qu'on a tenté des choses ou des analyses, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose à gratter aujourd'hui, finalement. Donc voilà, on n'est pas vraiment concerné par ça actuellement. Non, notre business, il est facile. Hein. Nous, on sait quelle est la rentabilité d'un affichage de page. Voilà, c'est lié au marché publicitaire en général. Voilà, c'est pas comme chez Airbus où il y a un avion. Nous, c'est très facile. Toi, chez Conto, Kevin, vous avez un peu ce FinOps benchmarking ou pas du tout? On est plutôt dans l'univers de 20 minutes où on maîtrise de bout en bout sa ligne de coût et on n'a pas forcément besoin d'avoir de ce type de benchmark? Nous, on est un peu dans le même cas que 20 minutes. Hein. Conto, ça reste un SaaS, si on veut généraliser. Donc, la valeur produite par le SaaS et le coût investi dans AWS, ils sont très faciles à corréler. Donc, c'est pour ça que très rapidement, on s'est mis à mesurer notre coût AWS par client. Donc, ça nous permet de voir notre déviation, ça nous permet de voir à quel point on est mature sur ce qu'on fait, quelles sont nos prochaines étapes en termes de FinOps, quels sont les prochains paliers qu'on veut atteindre sur ces coûts par développeur ou ces coûts par client. Donc, on ne s'aide pas trop d'outils externes, c'est assez simple en fait comme quelque chose. Ça me fait penser à la question suivante sur laquelle je voulais vous entendre. Performance efficiency du cloud. Comment on mesure l'efficience du cloud au sein de grandes entreprises? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Je vais continuer sur toi, Aurélien. Je dirais chez nous, j'imagine que c'est partout pareil, c'est le business qui va valider la performance.
Nous, on a deux principales métriques, donc ça va être la disponibilité. Il y a cette concept croyance qu'un média doit être up 100% du temps. Et donc, on travaille là-dessus, et la performance. Bien, je parlais tout à l'heure de rentabilité dans l'affichage de page. C'est sur ça qu'on va travailler pour définir finalement ce qui fonctionne. On va moins se baser sur des audiences parce que c'est très lié à l'actualité, les audiences. Et donc, on ne va pas être responsable d'une guerre ou responsable d'une victoire de Coupe du Monde. Donc ça, on ne peut pas grand-chose. Donc voilà, on va plutôt se baser sur la qualité du service qu'on produit et la rapidité avec laquelle on sert le service à nos utilisateurs. L'objectif, c'est toujours de le monétiser. Derrière, ce qui est important chez nous, pour mesurer la performance, moi dans les équipes techniques que j'ai avec moi, tous les développeurs sont objectivés annuellement sur les factures cloud. Voilà. Je le précise parce que c'est souvent assez rare. Dans les entretiens annuels, il y a 4 objectifs, il y en a un qui est lié à la dépense, ça va être tel workload doit pas dépasser tant de dollars par an, etc. Et du coup, ils sont eux-mêmes investis dans le suivi, dans l'amélioration quotidienne. Alors ça va passer par soit éliminer toutes les techniques, où on essaie d'avoir zéro des techniques parce qu'on sait que c'est un peu faramineux pour les entreprises. Et ça va être aussi aller à un événement en tant que AWS a sorti un nouveau service qui permet de réduire de 30% l'usage. Voilà. Donc c'est vraiment le point, c'est que toute l'équipe est engagée là-dedans. C'est extrêmement intéressant. Peut-être côté BIS, Patrick, tu peux nous donner un petit peu ton point de vue toi, sur le suivi de la performance et de l'efficience? Maintenant qu'on a fait le benchmark, on sait à peu près où est-ce qu'on en est et quelles sont les améliorations. Donc ça donne l'objet d'un objectif de maturité, comment on peut gagner en maturité sur plusieurs années. Mais au-delà de ça, il y a deux dimensions qu'on cherche à développer. Il y en a une qui est par rapport à la construction des chaînes de valeur. On produit la transaction. Donc cette transaction elle est composée de différents produits internes pour y arriver. Donc il y a une méthode qui existe, qui n'est pas très populaire en France, mais qui est pas mal utilisée par AWS, c'est le Simon Wardley Map. C'est la façon de faire des cartes en fait, stratégiques qui permettent d'afficher entre la valeur visible et invisible et le gradient qui est le degré de commodity de l'innovation, de faire une sorte de carte stratégique et de montrer le mouvement. Donc ça c'est très utile parce que ça nous permet en fait de savoir comment la valeur est perçue. Et dans le monde du cloud, on ne peut pas se permettre, comme on l'a bien dans le privé, d'avoir des poches d'optimisation. Donc il faut que chaque produit soit bien financé et que les bits soient bien répartis. Pour justement que chaque produit évite de reproduire une sorte de legacy et d'optimisation. Donc ça c'est la première démarche sur la partie gestion de la valeur. Et c'est assez compliqué, mais il y a des méthodes qui existent. Donc d'ici 1 an ou 2, on devrait arriver à bien maîtriser ça dans l'entreprise. Deuxième démarche, c'est autour de l'éco-design, et c'est lié en fait à la sustainability. On a dans notre démarche ESG, on a souhaité être éco-design pour tous nos produits. Et plus que ça, ça nous a permis aussi de définir, donc nous c'est ce qu'on appelle le carbofinops, en fait c'est la mesure du carbone footprint en même temps que le FinOps, parce que les deux sont très liés, et de définir des règles, donc pour faire très simple et pour partager. La première règle, c'est déjà dans une application, vous voulez gagner du carbone ou de l'efficacité, déjà allez dans le cloud public, vous allez diviser par 5 votre facture carbone. Ensuite, deuxième effort qui est plus facile à faire et qui produit aussi du résultat, c'est le replatforming. Passer dans une application, évidemment en container, on gagne. Et puis le nirvana, c'est ce que vous avez fait, c'est le serverless. Et puis après, on commence à traiter des questions qui sont plus sur la gestion de la donnée, qui sont beaucoup plus dures à faire, parce que là, ça demande du recoding. Donc on a une sorte de gradient d'efficacité et de principe d'action qui nous permettent en fait de donner une sorte de norme polaire aux différentes équipes. Comment aller vers plus d'efficacité, définir même les KPI. Alors nous, on ne se permet pas de noter les BL. Par contre, on a un NPS interne pour savoir quel degré de satisfaction et on voit dans le NPS, dans les commentaires, justement nos promoteurs en général apprécient ces angles qui ne sont pas forcément courant dans toutes les DSI. Les détracteurs sont plus sur des sujets classiques. Donc ça nous permet quand même de créer un angle différent sur le sujet de la valeur, qui est toujours un sujet difficile en entreprise. Et surtout la valeur de l'IT, en général, quoi. Kevin, la performance et l'efficience, vous, chez Conto, tu peux nous en dire un mot? Alors moi je vais être très honnête, je trouve que cette question est très compliquée.
de quelle performance et de quelle efficience on parle. Est-ce qu'on est content de payer AWS parce que ça fait du bon travail? C'est plutôt d'un point de vue métier, est-ce qu'on voit une vraie performance parce qu'on est dans le cloud? Ok. Donc, est-ce qu'on est content de la performance du cloud? Moi, avant Conto, j'ai travaillé dans des salles blanches, enfin dans des data centers, Equinix et compagnie. Donc oui, passer sur du cloud, on gagne en performance. On va pas se mentir. Déjà, on n'a pas besoin d'envoyer des techniciens, aller racker des machines, aller plugger des câbles pour créer des sous-réseaux, etc. Donc on gagne. Aujourd'hui, si on devait mesurer la performance que le cloud nous apporte, je pense qu'on la mesure pas mal sur tout ce qui est downtime et gestion d'incidents. Et la capacité aussi à redimensionner nos besoins en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'actualité, en fonction de la croissance, en fonction d'une acquisition, en fonction de la stabilité de nos partenaires, parce que dans le monde financier, on n'est pas seul, on est interconnecté, on travaille avec des entreprises qui font de l'acquisition de paiement par carte, avec la BPCE, enfin voilà. Donc là, on va mesurer la performance, c'est ça, c'est combien de temps il nous faut pour réagir, pour revenir à une situation stable, combien de temps il nous faut pour adapter le montant de nos ressources, enfin la quantité de ressources dont on a besoin pour fonctionner correctement. Et après, évidemment, combien ça nous coûte, combien ça ne nous coûte pas en jour homme d'être sur le cloud. Et ça, on le mesure assez facilement. Chez Conto, on n'a pas d'éléments de comparaison par rapport à avant, parce qu'on n'a jamais été vraiment data center. Mais on a cette information, cette notion qui est de toute la partie mise à disposition de l'infrastructure de bare metal, qui n'est pas à nos charges, qui n'est pas à notre frais, et que par rapport à notre workload est infinitésimal en fait. Le maintien des machines à jour, le maintien du hardware à jour, ça se mesure pas, ça se voit pas dans le coût aujourd'hui qu'on a chez AWS. La valeur qu'on produit avec l'investissement qu'on a chez AWS, ce serait trop difficile de déterminer quelle est la part de coût humain qu'on économise. Pour moi, elle est de zéro. Nos ingénieurs, à l'infra et à la tech en général, peuvent passer 99% de leur temps à produire de la valeur et pas à faire de la gestion d'infrastructures comme on faisait il y a 20 ans, quoi. Merci Kevin. Il y a un sujet, je fais attention au temps parce que je suis métronomé sur cette interview, sur ce tour de table. Un dernier sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la sustainability. On a commencé à en parler un peu avec Patrick. J'aimerais te faire rebondir, Gilles, là-dessus parce que ça m'intéresse dans une entreprise comme Airbus. Comment vous traitez l'aspect sustainability au sein de la FinOps et comment vous voyez ça d'un point de vue suivi, éco, IT? Alors, je vais encore faire le mauvais élève de la classe. Donc, les outils fournis par Amazon aujourd'hui en termes de mesure de sustainabilité et d'amélioration sont succincts, pour ne pas dire inexistants. Donc, c'est quelque chose qui est relativement complexe. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, on a un outil qui essaye de mesurer le waste en termes de compute. Et on est en train d'essayer de développer cet outil en interne pour lui apporter une vision sustainabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vision de ce qu'on perd en termes de dollars. On voudrait afficher les mêmes chiffres en termes d'émissions de carbone perdues pour une non-utilisation. Après, je sais qu'on parlait d'outils tiers, des freeware qui sont sur le marché. Aujourd'hui, on se pose la question, c'est un petit peu complexe de faire sortir la donnée chez Airbus. Donc honnêtement, on a très très peu de maturité là-dessus. On attend un petit peu d'aide du côté d'Amazon. Et voilà, donc c'est clairement pas là qu'on est les meilleurs. Ouais, ben c'est un peu un message que je voudrais faire passer. Ouais. Pour revenir sur l'efficacité, alors sur l'efficacité financière, parce qu'on va pas parler de l'efficacité du cloud en général, ça n'a pas de sens, c'est un trop vaste sujet. Nous, en termes d'efficacité financière, on essaye de fournir des unités, des métriques par unité en termes de compute et de stockage. Et de faire en sorte que ce coût unitaire soit
le plus faible possible en utilisant des leviers financiers, des leviers techniques d'optimisation de right sizing ou de re-architecting. Voilà. Et on essaye de le mesurer régulièrement et on benchmark les applications, application par application. Alors je ne sais plus qui disait, on essaye d'afficher ceux qui sont les plus mauvais élèves pour n'ayant pas d'incentive, nous les développeurs, ils ne sont pas margés à leur efficacité. C'est un rêve pour moi, mais ça c'est pas possible chez Airbus. Et donc on se contente d'affichage et déjà un application owner qui affiche un waste élevé, on espère qui fera des efforts pour s'améliorer sur son compte, quoi. Ouais, merci beaucoup Gilles. Aurélien, sustainabilité chez 20 minutes, c'est un sujet d'actualité ou c'est plutôt en devenir? C'est un vrai sujet d'actualité. Déjà, je fais le côté marketing. On a quand même une édition de notre journal qui est publiée tous les vendredis, dont le sujet c'est l'environnement. Donc c'est un sujet éditorial, c'est un sujet d'entreprise, puisqu'on est en train de devenir une entreprise à mission sur des aspects environnementaux et d'inclusion. Et je vais un peu vendre du rêve encore, c'est que pour nous c'est facile, on fait que du serverless. Donc notre courbe elle est quasiment à zéro, enfin elle est à zéro finalement. On a beau être accompagné par un cabinet pour creuser un petit peu, on n'arrive pas à faire vibrer la courbe pour voir si ça déborde ou pas. Donc sur ce sujet-là, on est plutôt bien. Et il y a une vraie dynamique dans l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Alors que sur des sujets FinOps, la dynamique, c'est moi qui la porte. Voilà, sur la sustainabilité, c'est plus commun. Et c'est même un argument de vente aujourd'hui. Donc là, ça marche très bien. Je rejoins mes camarades. Ce que propose AWS est pas foufou. Mais j'ai cru comprendre qu'il y allait y avoir des choses bien meilleures prochainement. Et en fait... je rebondis, ce que disait Philippe Desmaisons hier. Il disait qu'on arrive à un moment où on va réinvestir du carbone pour produire de la valeur. Et finalement, c'est un peu ce qu'on fait nous. On a un bilan carbone qui est neutre. Et les petits soubresauts qu'on peut avoir sur la courbe, en fait, c'est pour les investir, pour proposer plus de services soit à nos journalistes, soit à nos lecteurs. Juste pour challenger un peu, parce qu'être à zéro, on a beau faire du lambda, moi je crois pas une seconde qu'on produit zéro carbone. Donc quand on est à zéro, le problème c'est qu'on ne peut pas s'améliorer. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, voilà, on manque d'outils pour s'améliorer, pour avoir des métriques qui permettent d'être meilleurs. Alors il y a ceux qui sont du FinOps, c'est-à-dire si on s'améliore en termes FinOps, on va s'améliorer en termes d'émissions de carbone. Par contre, on ne sait pas si on utilise tel type d'instance ou un autre type d'instance, si il est plus intéressant d'un côté efficience CO2. On n'a aucune information là-dessus. Et vraiment, on est preneur parce que pour nous, chez Airbus, c'est mandatory d'afficher les émissions de carbone. Du coup, chez Conto, c'est un sujet entreprise également, hein, la sustainability, c'est un OKR. Côté infrastructure, on se fait pas on va pas rêver. Le meilleur moyen d'atteindre la sustainability, c'est de faire plus avec moins. C'est de faire de la décroissance sur nos besoins de ressources. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année en fait. On a fait de la recherche de pertes, de gâchis. On a rendu notre infrastructure plus élastique, notamment l'infrastructure de staging en fait, ce qui est mis à disposition des équipes techniques pour travailler. On a utilisé du freeware, des composants open source pour aller réduire le workload pendant les week-ends et pendant les nuits. Du coup, ça se voit directement sur les courbes d'empreinte carbone. Donc, la même école. Voilà, AWS ça va pas, mais comme je disais au début en fait, les rapports d'usage d'AWS qu'on exporte quotidiennement, on peut les confronter à des modèles ou à des bases de données qui nous permettent de dire voilà, tel type d'instance, tel type de stockage, on considère que c'est telle empreinte carbone à la production, à la consommation et au recyclage, et ça nous permet de donner une estimation qui n'est pas forcément... c'est difficile pour nous d'apprécier le niveau de précision de ce qui est obtenu. Par contre, ça nous donne clairement un indicateur qui oscille et qui nous permet de savoir si on va dans la bonne direction. Et donc, depuis qu'on a mis en place ces choses-là, on voit nos courbes le week-end et la nuit et en semaine. Du coup, ça se voit pas, c'est lissé sur la journée. Mais en week-end, on le voit. On a des pics négatifs où on a moins d'impact carbone
que ce qu'on pouvait avoir l'année dernière. On a du coup une relation avec la FinOps qui est 1-1, hein, comme tu disais, Gilles. On consomme moins, donc on paye moins, et donc du coup on produit moins de CO2. Il nous manque encore des infos, c'est vrai, qui pourraient nous permettre d'aller encore plus loin, notamment sur la composition des data centers, la provenance de l'énergie. Voilà. Je sais que France, c'est très low carbone, mais... J'ai une question qui me turlupine depuis tout à l'heure. Est-ce que, en tant que banque digitale, est-ce que vous êtes suivi par le régulateur pour présenter une empreinte carbone un peu avec des normes ? Alors, on est, comme toutes les boîtes françaises aujourd'hui, je pense, obligé de montrer qu'on fait quelque chose sur l'empreinte carbone. Hein. Donc on fait nos rapports, on est en ligne avec les accords de Paris. On a comme objectif de réduire notre empreinte carbone, mais globalement, hein, pas que sur l'infrastructure. En tant que solution finance pour les pros, on a une empreinte carbone sur la production de cartes physiques, leur acheminement, sur le coût d'un transfert d'argent. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on mesure, sur même l'utilisation de nos locaux. Hein. Je pense que vous avez tous aussi ça. Et donc, oui, on a beau être un institut financier totalement numérique, on a besoin d'avoir une démarche en ligne avec ce que Paris nous demande et avec ce que la planète a besoin. On n'a pas l'ACPR en particulier qui nous surveille sur ça. Eux, ils nous surveillent sur notre business en tant qu'établissement financier pour qu'on remplisse notre mission d'établissement financier. Merci beaucoup, Kevin. Je vais terminer avec toi, Patrick. La sustainabilité chez DIS, je pense que c'est un vrai sujet. Est-ce que tu peux nous en donner 2-3 mots ? Oui, pour compléter ce que je disais avant, déjà c'est quelque chose sur lequel on a une chance, c'est d'influer un peu sur notre marché. C'est-à-dire c'est pas forcément le régulateur qui l'impose, mais on voit que quand on commence à produire des mesures de ce type-là et qu'on commence à les donner à nos clients de SaaS, ils sont intéressés et ça leur permet de progresser aussi sur le sujet. Donc on progresse tous ensemble sur le sujet. Moi j'aime bien ce que fait AWS sur la sustainability. Je pense que sur mais il y a des vrais progrès, bien sûr sur les outils de mesure. Mais en fait, on ne les utilise pas. On fait nos propres hypothèses. On fait justement parce qu'on a la maîtrise. On est capable de faire des hypothèses sur la vraie consommation, qui est la consommation d'électricité. En fait, le kilowattheure, c'est ça qui nous intéresse. Le carbone, on sait très bien pourquoi les vendeurs de cloud ne s'exposent pas. C'est très compliqué de faire une mesure qui vous sera opposable aujourd'hui avec le degré de précision qui est faible. Donc on se doute bien que c'est difficile. Nous-mêmes, ce n'est pas tellement la mesure en elle-même qui est importante, c'est plutôt la variation au fur et à mesure du temps en fonction des actions de replatforming, de recoding ou d'évolution de l'application. Et c'est plutôt sur ça qu'on incentive les gens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien entre la sustainabilité et le FinOps qui est très fort. C'est pour ça que nous, on utilise le mot CarboFinOps. C'est de dire, quand on est sur le FinOps, quand on progresse bien, on a un plateau à un moment. C'est-à-dire que quand on a une application qui coûte 10 000 balles par mois, si on va gagner 100 € par mois pour faire un changement d'un t-shirt size d'une VM, ça va faire rêver personne d'aller demander un créneau de maintenance au client, de faire les tests, etc. Enfin, tout le truc habituel. Par contre, si on lui montre que ça a l'équivalent de quelques arbres plantés, que ça donne une image qui lui permettra d'avoir un autre axe, ce n'est pas tous les responsables applicatifs, mais certains vont commencer à prendre ça en se disant « Ah oui, tiens, ça c'est à mon échelle, même si ça m'embête un peu par rapport au FinOps, je ne l'aurais pas fait, mais par rapport aux dimensions carbone, ça me sert aussi. » Donc c'est un axe de social engineering dans l'entreprise, de commencer à avoir un angle un peu orthogonal qui permet de décider, et les bonnes volontés en tout cas se voient assez vite. Donc ça c'est un point important pour nous. Et puis je vais prendre un peu l'exemple par le vide. Nous on rachète constamment des sociétés où on fait des partenariats avec d'autres sociétés chaque année. Ça m'arrive de faire partie de comités d'évaluation de ce partenariat, de ce rachat. Quand une société est rachetée aujourd'hui, tout le monde a du FinOps. Bon, après, quel FinOps ? Et qu'est-ce qu'ils font réellement dedans ? Quel est le degré de maturité ? C'est là où c'est utile d'avoir des benchmarks comme celui d'AWS. Ça permet tout de suite de reposer les choses. Parce que quand une société de type startup a une grosse consommation cloud par rapport à son coût, si ce n'est pas sous contrôle, ce n'est pas du tout la même valorisation. Donc le gâchis peut être assez important sur ce type d'échelle. Et puis pareil pour la partie carbone. S'ils n'ont pas du tout de préoccupation carbone, s'ils n'ont pas même de début d'évaluation, c'est pas forcément une marque de maturité. Alors une startup peut être très focalisée sur un sujet, bien sûr. Mais ça veut dire que, attention, en termes d'intégration, est-ce qu'ils seront capables de prendre le type de contraintes que l'on a dans un modèle un peu plus matriciel ? Est-ce qu'ils vont être compliant à nos valeurs ? C'est des choses qui donnent des axes d'analyse supplémentaires. Donc
En creux, aujourd'hui, ne pas avoir ces rôles de gestion de la sustainability ou du FinOps, c'est un peu un révélateur de ce qu'il ne faut pas faire. Donc après, la dimension, c'est jusqu'où est-ce qu'on va. Merci beaucoup. Je vois qu'on arrive à la fin de notre atelier et donc je voulais vous remercier tous les quatre. Déjà pour l'honnêteté des propos, la clarification des échanges, parce que même moi j'ai appris plein de trucs aujourd'hui, donc je suis très content. Donc je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de salon Vivatech et une très bonne fin d'après-midi. Merci à tous.